François Bréhin me dit « Comprends-tu pourquoi on va se taper un Auxerre-Lyon dimanche soir prochain alors qu'il y a un Monaco-Marseille le même week-end, le samedi à 17h par ailleurs ?» Oui, c'est quand même curieux que vous ne sachiez pas ça encore. Dans les nouvelles répartitions des droits, DAZN a le top 10, c'est-à-dire les 10 matchs du début de saison qui sont décrétés comme faisant partie du top 10. Donc je pense qu'il y a les 2 Lyon-PSG, les 2 PSG-Marseille, Saint-Étienne-Lyon, Monaco-Marseille, voilà. Non, même pas Monaco-Marseille d'ailleurs. Donc tu as ça, tu as ça. Donc ces top 10-là sont sur DAZN. Derrière, le premier choix, les 24 autres premiers choix, ils sont pour beIN. Donc, le premier choix de cette journée, c'est Monaco-Marseille, donc c'est samedi sur but à 17h sur beIN. Alors on me dira, parfois il y a des affiches un peu moins bien sur beIN, mais c'est aussi parce qu'il y a les contraintes européennes qui font que tu as des clubs qui peuvent pas jouer le samedi et qui préfèrent jouer le vendredi. Et voilà, c'est la répartition des droits télé. Alors c'est vrai que peut-être que Strasbourg-Nice aurait été plus intéressant qu'Auxerre-Lyon. C'est vrai aussi que certains choix de DAZN sont très étonnants. Voilà, je veux dire, isoler le match Lens Saint-Étienne qui, sur le papier, avait déjà pas beaucoup d'intérêt et qui, sur le terrain, en a eu encore moins. C'est une drôle d'idée. Je pense qu'il aurait peut-être mieux valu choisir un Auxerre ou Reims-Strasbourg, parce que tu as quand même une équipe concernée par les places européennes avec Strasbourg. Mais bon, ça c'est des choix qui sont décidés à l'avance, donc c'est pas facile non plus d'avoir une vision à long terme de ça. François Bréhin me dit « Le niveau de la Ligue 1 a considérablement baissé sur cette deuxième partie de saison, après une phase allée vraiment plaisante. As-tu une explication à ça ?» Je suis pas d'accord du tout. Il y a des bons et des mauvais matchs, c'est comme dans tous les championnats. Je pense qu'on a eu des matchs sympas cette journée. Marseille-Toulouse, c'était un match sympa, par exemple. La journée d'avant, il y a eu un très bon Strasbourg-Lyon, un très bon Toulouse-Brest. Le problème, c'est que si en France, en plus, on dévalorise notre produit, c'est-à-dire que comme si on n'était pas assez dans la merde, on va en plus dire que ça en est encore plus que ça en est. Mais ça pose quand même problème. Ça pose quand même problème parce que tu peux pas en permanence tout dévaloriser et décréter que... De toute façon, il y a trop de gens en France qui ont décrété que la Ligue 1, c'était de la merde. Yvous me dit « Je regrette un peu la formule à 20 clubs en Ligue 1. Je ne vois pas la plus-value du modèle à 18, à part peut-être un peu plus de suspense en bas de classement, vu que plus d'équipes ont arrivé de descendre le barrage. Beaucoup de nos voisins sont toujours à 20 clubs. » Oui, je suis pas non plus convaincu de ça. Comme je suis pas convaincu qu'un retour à 20 clubs en Ligue 1 apporterait quoi que ce soit au championnat aujourd'hui. Je pense que c'est pas le problème. Je pense que le problème, c'est d'être passé à 20 clubs, à 18 clubs, d'avoir supprimé la Coupe de la Ligue et d'avoir supprimé les prolongations en Coupe de France. Ça fait trop de trucs. Alors, on est effectivement dans un mood où on dit que les footballeurs jouent trop. Je pense que quand tu te retrouves dans une année où tu es éliminé un peu tôt en Coupe de France et que t'es pas engagé en Coupe d'Europe, les semaines sont un peu longues de faire un match par semaine, quoi. Donc, je pense en plus que financièrement, passer à 18 clubs, ça veut dire, comme tu le dis très justement, que les risques de descente sont plus importants et que ça oblige les clubs à prendre des risques sur le plan financier pour recruter. Et tu es obligé de faire en sorte d'avoir une équipe qui soit à peu près sûre de se maintenir pour être tranquille et que ça fait prendre des risques plus importants au club. Winter Joseph me dit « L'OM est à nouveau deuxième et on ressent une certaine fébrilité dans l'équipe. Cette instabilité pourrait se payer cher. Cependant, quand on observe les résultats des autres équipes, c'est difficile de faire un pronostic pour cette fin de championnat. Qu'en penses-tu » C'est vrai que moi j'ai été frappé d'abord du fait que Marseille encaisse 2 buts contre Toulouse, puis surtout des grosses occasions qu'ont pu avoir les Toulousains dans ce match. C'est vrai que quand tu fais le bilan du match, Marseille l'emporte en marquant 2 buts extraordinaires
et en bénéficiant d'un but contre son camp de Soiseau, et que c'est globalement pas satisfaisant. Après, je dirais qu'il est logique, compte tenu des absences de Balerdi, de Hojbjerg et de Gouiri, que l'OM soit en déficience, parce que ces 3 joueurs en plus font partie de la colonne vertébrale de l'équipe. Donc c'est un petit peu normal que Marseille soit handicapé. Mais c'est vrai que c'est pas rassurant, et je sais pas, j'ai trouvé même l'interview de Rabiot à la fin du match, j'ai pas de bonne vibration, tu vois. On voit Hojbjerg et Greenwood qui se tapent pas dans la main à la fin du match. C'est des petites choses comme ça qui montrent qu'il y a quelque chose qui... Bon, ok, ils ont récupéré la 2e place. Bon, ils vont à Monaco le week-end prochain. Effectivement, s'ils gagnent à Monaco, on peut penser qu'ils seront tranquilles, mais s'ils perdent à Monaco, on va de nouveau se replonger dans la commedia dell'arte et la tragédie grecque. C'est pas facile les deux en même temps. Effectivement, je sens une fébrilité. Je pense que l'intersaison risque d'être encore mouvementée à Marseille et qu'à force, c'est un problème. Thomas B me dit, on avait beaucoup prédit un avenir plutôt radieux à Saint-Étienne avec le rachat par Kilmer et l'arrivée de Gazidis avec son travail positif à Arsenal. Cependant, le club n'a pas recruté cet hiver alors que le club est proche de la relégation. Que penses-tu de ce rachat? C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Tu rachètes un club et t'investis pas. Il y avait une explication à ne pas avoir recruté à ce mercato d'été, parce que la reprise du club avait été actée extrêmement tardivement. En plus, le club était monté de façon très tardive, puisqu'ils étaient montés en barrage à Metz. Donc c'était compliqué peut-être de faire un recrutement ambitieux lors de ce mercato estival. Par contre, au mercato hivernal, il fallait renforcer l'équipe de façon beaucoup plus conséquente, et ça n'a pas été fait, quoi. Et c'est très compliqué. C'est très compliqué. Saint-Étienne et son public méritent autre chose qu'une équipe comme ça de gamins un peu informes, quoi. Oui, Victor Joseph me dit, tu as partagé une photo de toi avec Charles Bietri. Peux-tu nous donner des nouvelles de son état de santé? Oui, j'ai donc été rendre visite à Charles à Carnac jeudi dernier. Je vais pas, par respect pour lui, m'éterniser sur le sujet. Je pense que ceux qui ont vu le reportage sur lui, sur 7 à 8, savent qu'il ne peut plus parler. Bon, là, il répondait aux questions d'Audrey Crespo avec des réponses qui étaient enregistrées avec sa voix en intelligence artificielle. Cette machine, malheureusement, il ne l'a pas au quotidien. En fait, il envoie des SMS, et les SMS, quand on n'arrive pas à comprendre ce qu'il dit, les SMS nous permettent de comprendre. Il comprend tout, il rit, et c'était un moment très émouvant et très agréable avec lui et sa formidable épouse. Mais encore une fois, j'ai pas très envie de m'appesantir sur le sujet, parce que quand t'es malade, t'as pas envie que les gens racontent ta maladie. Marco me dit, Fabien Ruiz est invaincu en Ligue 1 avec le PSG après 50 titularisations. C'est un record historique. Pourtant, le joueur est régulièrement critiqué. Penses-tu qu'on est trop dur avec lui et qu'on ne mesure pas assez l'étendue de son talent? Fabien Ruiz, c'est un petit peu un des symboles du PSG. Il a longtemps été très médiocre. Au point qu'on comprenait pas, qu'on se disait c'est pas possible, c'est son frère qui joue en sélection espagnole. Il était à peine titulaire, et puis il a repris son niveau, il a repris son aura. Il a quand même une dimension athlétique que évidemment les deux Portugais, Zaïre Emery, n'ont pas, et ça, je pense que ça joue beaucoup sur son influence dans l'équipe. C'est un joueur d'équilibre. C'est un joueur qui rééquilibre les données au milieu et qui empêche peut-être le PSG d'avoir plus de verticalité. Et je pense que il est effectivement extrêmement intéressant dans le collectif parisien. Pépito me dit, est-ce que vous pensez que Lyon peut se qualifier face à ce Manchester? On a un des pires Manchester United de l'histoire, ça c'est évident. Une fois qu'on a dit ça reste Manchester, ça reste Old Trafford, ça reste des grands joueurs qui
ponctuellement peuvent te sortir un truc sur un match. C'est évident que c'est pas le derby contre City qui peut rassurer les supporters des Red Devils parce que c'était un match affreux. Moi, je pense que Lyon, offensivement, malheureusement, là, Fofana est blessé, Noama s'est gravement blessé, donc ça va être un petit peu plus compliqué. Sur l'exploitation des côtés va être plus compliqué pour Lyon, mais je pense que Lyon a toutes ses chances. Gérard Alric me dit, à ton avis, quelle organisation va mettre en place Luis Enrique contre Aston Villa? Il y a deux incertitudes dans la compo d'équipe. On sait que ce sera Donnarumma, Hakimi, Pacho, Nuno Mendes, Ruiz, Vitinha, Joao Neves, Dembélé, Barcola. Je pense que ça, c'est les joueurs qui sont assurés de jouer. Maintenant, les incertitudes, c'est qui va accompagner Pacho en charnière centrale. Est-ce que ce sera Beraldo et sa qualité de relance pour un match au parc, ou Lucas Hernandez qui est plus impactant sur le plan des interventions défensives, sachant que Beraldo et Lucas Hernandez sont tous les deux gauchers et que Pacho est gaucher aussi. Et puis l'autre incertitude, c'est de savoir si c'est Kvaratskhelia ou Désiré Doué qui sera titulaire au début du match. Moi, je pense que Kvaratskhelia pourrait peut-être débuter et Désiré Doué rentrer dans la dernière demi-heure pour apporter tout son punch. Et l'organisation du PSG, ce sera la même que d'habitude. Ce sera pressing contre pressing et exploitation des espaces pour à la fois cette patience incroyable qu'a le PSG dans son jeu de possession et cette aptitude incroyable aussi qu'ils ont dans le jeu en transition. Et c'est quand même extraordinaire d'avoir ces deux qualités. Olivier Plaet me dit l'absence de Marquinhos contre Aston Villa va obliger Luis Enrique à certainement titulariser Beraldo. Penses-tu que ça va obliger Nuno Mendes à être moins offensif pour combler le manque de vitesse de Beraldo? Beraldo, s'il joue, il jouera à droite, donc c'est plus Hakimi que ça risque de contrarier d'un point de vue offensif, sachant en plus qu'il y a Rashford à Aston Villa et que donc et que Rashford joue quand même plus volontiers côté gauche, donc je pense que c'est plus du côté, et je pense aussi que Zahir Emery va chercher à insister du côté de Beraldo. Donc ce sera plus Hakimi avec Rashford qui sera bridé plutôt que Nuno Mendes sur le côté gauche. Claude Godefroy me dit il n'y a jamais eu autant de monde dans les stades que cette saison avec une moyenne de 25 000. La Ligue 1 plaît et attractive, n'en déplaise aux pisse froid. Si jamais le PSG venait à gagner la Champions League, est-ce que les cartes ne seraient pas rebattues concernant le diffuseur dans les prochaines saisons? Il était évident que si PSG venait à remporter la Champions League, ça mettrait un éclairage différent sur la Ligue 1, sachant quand même que Brest, Lille et Monaco ont chacun à leur manière marqué un peu les esprits en Ligue des Champions. Et que je pense que cette saison, au niveau européen, avec aussi la présence de Lyon en quart de finale de l'Europa League, les clubs français sont plutôt très performants dans les compétitions européennes cette année. Effectivement, c'est une remarque que je me suis faite aussi, très juste. Les stades sont pleins. Il y a énormément de stades maintenant qui sont régulièrement à guichet fermé. Lens, Strasbourg, Paris, Marseille. Et que c'est extrêmement important. C'est paradoxal qu'il y ait aussi peu d'argent pour les droits télé et un tel engouement au niveau des stades. Je pense que la vérité, elle se situe un petit peu entre les deux. Martine me dit, le Real qui perd encore en championnat avec aucune idée de jeu semble parti pour ne rien gagner cette année. Les vois-tu faire le fameux triplé pour être honnête? Et pourquoi ce club est le plus radin du monde? Ils veulent choper uniquement que des joueurs libres. Bizarre, non. Bon, le Real a perdu contre Valence, un match qu'ils auraient dû gagner 100 fois, tant ils ont eu d'occasion, et tant le gardien de Valence, qui sera d'ailleurs le prochain gardien de je sais plus quel club, de Liverpool d'ailleurs, a été exceptionnel. Ça arrive de te faire tréfler dans les arrêts de jeu, en contre, ça arrive. Le problème, c'est que la faiblesse défensive du Real est rédhibitoire à ce niveau-là.
En plus, je comprends pas qu'Ancelotti se soit privé d'Asensio dans ce match en défense. Ou alors c'était une rotation par rapport au match d'Arsenal. Bon, si Barça avait battu le Betis, ils auraient 6 points d'avance et le championnat serait plié. Là, il y a 4 points. Il y aura un classico à Barcelone qui décidera probablement du titre. Je pense que, vu que Barcelone a déjà mis 2 branlées au Real cette année, je ne vois pas le Real capable de résister avec sa faible défense à l'attaque du Barça. Je l'ai dit déjà l'autre jour que je voyais le Real faire une année blanche en termes de trophées, parce que c'est une équipe de transition, parce qu'il y a trop de blessés derrière, Carvajal, Militao, parce qu'au milieu de terrain, c'est quand même terrible de constater que le meilleur reste Modric, alors que Tchouaméni, qui est en progrès ces derniers temps, et là, Camavinga est pas bon, et puis t'as le problème Vinicius, donc voilà, c'est pas une bonne année pour le Real. Alexandre Nadalojo, il dit sur la défaite de Monaco à Brest, qu'est-ce qui t'a le plus choqué entre les 2 boulettes de Philippe Cône dans les buts et la rentrée en jeu totalement scandaleuse de Golovin? Elle était tellement scandaleuse que j'ai même pas fait attention, donc je peux pas te dire. Le gardien, c'est catastrophique, quoi. Catastrophique sur les 2 buts. C'est épouvantable de se faire plomber semaine après semaine par 2 gardiens. C'est même pas un, t'as 2, t'as Majewski et Cône. Ils rivalisent de celui qui est le plus nul que l'autre. C'est évidemment ça qui plombe avant tout la saison de Monaco.